Merci de rester fidèle à Seneweb.com, Seneweb TV et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Ce matin, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir un invité de marque qui nous vient de la Guinée et qu'on a créé, un artiste, compositeur engagé panafricaniste qu'on ne présente plus ici en Afrique et partout à travers le monde, vu à ses prises de position, à ses discours engagés et aussi à son influence envers la jeunesse africaine. Ancien lauréat du prix découverte RFI, Eli Kamano aussi a marqué les plus belles pages, écrit les plus belles pages et les plus belles lettres de noblesse de la musique guinéenne, voire même africaine, avec ses belles chansons qui continuent toujours à inspirer des générations et qui continuent toujours à marquer les esprits. Il est aujourd'hui ici, dans mon studio. Je vais parler avec lui, échanger avec lui sur sa carrière, sur sa vie politique, sur ses engagements et aussi sur ses prises de position en Afrique et partout à travers le monde en ce qui concerne le panafricanisme. Il est en train de faire un périple pour africain. Il a récemment quitté Niamey. Il est actuellement à Dakar dans le cadre aussi de sa tournée africaine pour influencer et aussi continuer à conscientiser la jeunesse africaine sur le patriotisme. Eli Kamano, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement à Dakar dans le cadre de votre tournée africaine. Vous avez tenu récemment une conférence de presse où vous avez fait appel à la jeunesse africaine d'être toujours des patriotes pour préserver l'Afrique, pour préserver les ressources africaines. Mais avant de parler sur ça, nous allons d'abord parler d'Eli Kamano pour la nouvelle génération qui connaissent entre guillemets votre nom mais qui ne vous ont jamais vu. Qui est Eli Kamano? Merci de m'avoir invité. Je suis Eli Kamano, artiste, auteur-compositeur africain. Je suis d'origine guinéenne. J'ai commencé la musique par des imitations. Et très tôt, moi j'ai compris, j'ai réalisé que ma mission, je l'ai découvert. Et il était question de l'accomplir ou de la trahir. Alors j'ai décidé d'accomplir ma mission à travers le reggae. Parce que au début, il faut reconnaître que j'ai commencé la musique par le rap, mais j'ai tout de suite constaté que le rap ne touchait pas le grand public que je voulais toucher. Et le reggae était beaucoup plus audible en termes de messages à transmettre à l'humanité. Donc c'est pourquoi moi j'ai décidé d'embrasser le reggae dans les années 2005. Et mon premier coup d'essai a été un coup de maître en Guinée. Parce que c'est un album dans lequel je me suis farouchement attaqué au régime du feu général Lansana Conté. Lansana Conté, oui. Et où j'ai décrit la malgouvernance au cours dans cet album. Ensuite, 2 ans après, on a connu un coup d'État avec l'arrivée du CNDD à la tête du pouvoir en Guinée, notamment le capitaine Dadis à sa tête, où au début, j'étais favorable à leur arrivée, mais après, avec les discours qui changeaient, les intentions qui changeaient, alors j'ai décidé de faire un album intitulé Parole de fou. Parole de fou. C'est-à-dire dans lequel j'ai chanté des morceaux comme Monsieur les militaires quitter le pouvoir, après ce coup d'État, ensuite des morceaux comme Démocratie, tu n'as plus ta place dans mon pays, ensuite des morceaux comme Adieu mon pays. Donc, j'ai été obligé de quitter la Guinée pour mettre ma vie en sécurité. Je suis venu ici à Dakar, mais j'avais quand même prédit la situation qui allait s'en suivre avec cet entêtement du capitaine Dadis et du CNDD. Et tout le monde sait ce qui a été la suite des événements. Ensuite, j'ai sorti l'album Où va l'Afrique, où va le monde. Après, j'ai été 2 fois finaliste de RFI et ensuite lauréat du concours Visa pour la création en France sur plus de 400 artistes africains. Et j'ai bénéficié d'une tournée africaine de 14 pays, où j'ai même fait ici le Sénégal. J'ai fait le Niger, j'ai fait le Soudan, j'ai fait Djibouti, j'ai fait les 2 Congos, j'ai fait plusieurs pays en Afrique en tournée. Et en 2017, j'ai décidé de mettre ma carrière en parenthèse. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que j'ai estimé à un moment donné que dans mon pays, j'ai longtemps véhiculé des messages. Je me suis longtemps battu en tant qu'acteur culturel et que mes messages ne tombaient pas dans de bonnes oreilles. Donc il était temps pour moi de passer, de joindre mes paroles aux actes. C'est la population qui faisait sourde oreille ou bien?
Non, pas la population, les décideurs. Les décideurs, Parce que vous ne pouvez pas changer le monde si vous n'êtes pas décideur. Chanter, c'est bien beau. Conscientiser, c'est encore très beau. Mais être décideur, c'est prendre des décisions qui vont impacter la vie de la société qui vous a engendré. Et donc, puisque la cible, ma cible, n'écoutait pas ma musique ou l'écoutait mais ignorait le contenu, alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'être un décideur ou d'être un faiseur de roi pour essayer d'impacter concrètement la vie de mes concitoyens. Parce que pour combattre un système, on a deux voies, c'est-à-dire de l'intérieur ou de l'extérieur. Et de l'extérieur, moi je me suis mis à chanter, mais de l'intérieur, c'est être un acteur majeur afin de prendre de grandes décisions qui pourront impacter la vie de tes concitoyens. Alors, donc, voilà un peu, en gros, qui est Ely Kamano. Vous avez choisi de chanter pour dénoncer ou bien pour apporter votre soutien à la population ou bien pour parler au nom de ces gens qui n'ont pas la parole de parler, ou bien c'est juste une envie de chanter? Non, écoutez, on ne peut pas avoir juste envie de chanter au prix de sa vie. Oui. Il ne faut pas faire d'amalgame. On est porté par une conscience très élevée quand on décide de faire ce choix, parce que c'est un choix qui implique beaucoup de sacrifices. Donc on ne peut pas mettre sa vie en danger, celle de sa famille en danger, pour juste le simple plaisir de chanter. Parce que dans le chant, il y a plusieurs registres. Il y a ceux qui font de la salsa, il y a ceux qui font du reggae, il y a ceux qui font de la musique mbala, il y a tous les registres sont là. Maintenant, choisir d'être la voix des sans-voix, c'est un sacrifice qui n'a pas d'égal. Choisir de prendre des risques au point même de se faire incarcérer, parce que moi j'ai été incarcéré à 6 reprises sous le régime du président Alpha Condé. Oui, donc c'est pour vous dire que c'est un sacrifice très lourd et qui a nécessité beaucoup de réflexion, mais qui émane, qui résulte de mon patriotisme pour ma Guinée et pour mon Afrique. C'est ça. Alors, Ely Kamano, vous l'avez si bien dit, bon, on ne chante pas uniquement pour avoir seulement envie de chanter, mais on chante pour une cause. Et alors, aujourd'hui, après avoir sorti beaucoup d'albums, des chansons coréennes de succès, et aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle dynamique, enfin, dans le but de pouvoir conscientiser la jeunesse africaine dans le patriotisme et dans l'engagement. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, de la part d'Ely Kamano, à une formation politique? Mais j'ai une formation politique. Qui s'appelle comment? Le PGSD. Je suis à la tête d'un parti politique. Oui. Que j'ai mis en place depuis 2019. Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être qu'observateur. À un moment donné, il va falloir qu'on descende dans l'arène pour essayer d'être des décideurs. Vous avez une fois descendu dans l'arène? Oui, bien sûr. J'ai failli participer aux élections, mais le montant qu'on avait demandé pour la caution était tellement élevé que... C'était combien à l'époque? C'était 1 milliard. Moi, je suis un artiste révolutionnaire. J'allais prendre 1 milliard à l'époque. Donc, moi, je me suis dit que c'était une manière de me descarter. Oui, oui. Voilà. Donc, on n'a pas eu la chance. Sinon, j'ai une formation politique et qui est dans les règles, qui exerce justement les activités politiques comme ça se doit. J'ai un siège à Conakry et on a été aussi, on a reçu la mission du MATD, le ministère de l'administration du territoire, qui est venu. Qui a fait une mission au siège de tous les partis politiques pour voir si les partis sont en règle. J'étais là et ils étaient très surpris de voir que mon parti est en règle et qu'on est implanté de Conakry jusqu'à Yobo. Ah bon? Ben oui. Ah, donc félicitations. Mais nous allons parler encore de la musique, comme vous l'avez si bien dit, vous êtes artiste chanteur. Mais aujourd'hui, Ely Kamano, en tant que chanteur expérimenté, très chevronné, quelle est votre perception sur les nouvelles mutations de la musique africaine? Bon, moi je crois que l'Afrique est un continent où on dit toujours avant c'était mieux. Oui. Et ça, j'ai du mal, ça me fait très mal. Avant c'était mieux parce que les Africains, la jeunesse africaine devient de plus en plus paresseuse à tous les niveaux, pas seulement que dans la musique. Vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez les années 60, après les indépendances, on avait beaucoup plus de dirigeants charismatiques, de dirigeants patriotes, de dirigeants qui aimaient beaucoup plus l'Afrique, leur continent, que maintenant. On avait beaucoup plus de footballeurs avant qui jouaient pour la patrie que pour l'argent. On avait beaucoup plus d'artistes qui représentaient leur pays par amour qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui explique ce qui explique cela, c'est le contact avec le monde extérieur
et l'impact que le monde extérieur a sur nous. Vous voyez, non? Quand vous prenez aujourd'hui un footballeur africain qui joue au haut niveau, même s'il est en fin de carrière, il ne va pas venir accepter de venir jouer dans le championnat national. Parce qu'il va se dire que non, moi je n'ai plus ce niveau, j'ai dépassé ce stade. Vous comprenez? Oui. Quand vous prenez même les fans du football aujourd'hui, ils préfèrent beaucoup plus aduler le Real Madrid, le Barça et autres que les clubs nationaux. C'est pas facile. Donc c'est un complexe qu'on a développé au fur et à mesure par la nouvelle génération. C'est un complexe. Il faut décomplexer l'Afrique. Il faut décomplexer les Africains. Il faut qu'on accepte de vivre africain, qu'on accepte de vivre avec ce que Dieu nous a donné et de comment Dieu nous a créés. D'après tout ce que vous venez de dire, vous ne pensez pas que la nouvelle génération doit changer la donne? C'est ce que je dis. Pour changer la donne, il faut des leaders. Parce que, vous savez, quand on dit mouton de Panurge, vous comprenez? Panurge, et c'est mouton. Donc, pour moi, les moutons, je ne compare pas le peuple au mouton, Astafoula, là. Non. Je veux dire par là que toute entité a besoin de guide. Et l'Afrique a besoin, ou la jeunesse africaine a besoin de guides. Et ces guides, c'est pourquoi aujourd'hui, je me pose la question sur le rôle que certains artistes connus sur le continent jouent. Est-ce qu'ils sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer? Est-ce qu'ils savent la mission qui les attend? Est-ce qu'ils savent qu'ils contribuent si vous voulez, à dépraver cette jeunesse? Est-ce qu'ils savent qu'ils contribuent, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils contribuent à faire dérouter cette jeunesse-là qui, au lieu d'entendre ou d'écouter des chansons qui ont un contenu, sont là à entendre des chansons prosaïques, des chansons dépourvues de contenu, des chansons vides de contenu, et qui font danser les fesses et tout. Et ça, j'ai un problème avec ça, parce que l'Afrique, pour le moment, on a tellement dansé qu'il faut maintenant penser. Il faut conscientiser. C'est ça. Ok. Voilà. Ok. Alors, Elie Kamano, toujours dans votre carrière artistique, on a vu que vous avez chanté le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Vous libérez Ousmane Sonko quand Ousmane Sonko était dans l'opposition, quand Ousmane Sonko était traqué par le pouvoir, le régime, l'ancien régime et tout. Et alors, cette chanson que vous avez dédiée à Ousmane Sonko, c'était à la demande de Ousmane Sonko ou bien c'était uniquement votre choix de chanter le leader du PASTEF? D'abord, je m'en vais vous dire que je n'ai jamais rencontré le président Ousmane Sonko et je n'ai jamais parlé avec lui. Ah bon? Jamais. Pourquoi vous l'avez chanté donc? Parce que c'est un jeune Africain qui, dans son rôle d'artiste engagé, qui a vu dans un autre pays comme le Sénégal une injustice se produire à l'endroit d'un leader qui avait un idéal et qui était considéré comme un pape de l'opposition dans son pays, qui était injustement incarcéré par le système en place. Voilà pourquoi, comme je l'ai fait pour Gbagbo aussi lorsqu'il a été déporté à la CPI, où je disais que les dirigeants africains qui commettent des crimes en Afrique doivent être jugés sur le sol africain. On doit avoir des juridictions capables et les moyens nécessaires et suffisants pour juger nos criminels. Donc, c'est dans ce même ordre d'idée que j'ai composé cette chanson que j'ai dédiée au leader à l'époque du PASTEF, notamment le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais je peux vous rassurer et garantir que jusque là où je vous parle, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais échangé même au téléphone. Vous aimeriez le rencontrer ou non? Naturellement, bien sûr. Qui n'aimerait pas rencontrer un porte-flambeau de la lutte que nous menons tous en Afrique en tant que jeunes conscients et éveillés? Voilà. Mais si vous aviez des conseils à lui donner aujourd'hui en tant que Premier ministre, donc Ousmane Sonko, opposant, chef du parti PASTEF dans l'époque, n'est plus Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Donc aujourd'hui, si vous avez des conseils à lui donner, qu'avez-vous à lui dire? Moi je pense que, je l'ai dit lors de ma conférence de presse, chaque pays a sa politique interne. Chaque pays a sa stratégie de sortir comme lors des indépendances. La Guinée est sortie de la France ou de la communauté française avec fracas. Le Sénégal, non, c'est avec beaucoup de stratégie. La Côte d'Ivoire, pareil, et les autres pays aussi. Donc, moi je pense que le discours tenu, ou les discours tenus par le président Sonko avant d'être là où il est aujourd'hui, dans les actes, s'il applique cela dans les actes, c'est le plus important. Parce que parler, c'est bon. Dénoncer, c'est bon, mais agir, c'est mieux. Ça, c'est mon avis. Donc, moi, je pense, jusqu'à preuve du contraire,
qu'il est dans cette démarche. Je crois, il est dans cette démarche. D'accord, très bien. Il est dans ces démarches. Vous l'avez si bien dit, chaque pays aussi a ses réalités, chaque pays a ses méthodes, chaque pays a sa manière aussi de faire la politique, a sa manière aussi de gérer son peuple. Mais nous allons parler un peu de votre pays, la Guinée-Conakry. Musicalement, on vous a connu en tant qu'artiste reggaeman reconnu mondialement. Et il y a beaucoup de polémiques sur, par exemple, votre profil et aussi comment il s'appelle encore, l'autre chanteur Takana Zayn, qui est aussi un artiste parfois engagé, parfois aussi, je ne sais pas. Et certains disent qu'entre Takana et Eli Kamono, qui est le meilleur? Non, je parle pas de ça ici. Oui. Je parle pas de ça ici. Si parler de ça, c'est comme insulter mon combat. Il faut respecter le combat des gens. D'accord. Votre combat, c'est quoi? Je l'ai dit tout le long de cette interview. Mon rôle dans la société, au sein de la société guinéenne et au sein des sociétés africaines, c'est étalé à travers les différents albums que j'ai sortis, à travers le discours que j'ai tenu dans mes albums, à travers les thématiques que j'ai eu à traiter dans mes albums. Je ne peux pas accepter qu'on insulte mon combat en me comparant à quelqu'un qui a une vision autre que la mienne, qui passe peut-être, qui pense que ce n'est pas nécessaire de mettre sa voix au service d'une cause. Donc franchement, j'ai beaucoup de respect pour mon combat et ma lutte. Je n'aimerais pas parler de ça. Effectivement, vous l'avez si bien dit, vous avez un combat à mener qui concerne l'Afrique, qui concerne votre pays, la Guinée. Actuellement, la Guinée est dans une situation un peu compliquée avec la transition d'Oumbouya qui est au pouvoir et qui n'était pas prédestiné à être candidat à l'élection présidentielle. D'après quelques changements de la Constitution, on songe que Doumbouya pourrait être candidat. Quelle est votre analyse là-dessus? À partir du moment où les complotistes ont décidé de faire une constitution taillée sur mesure, ils ont engagé le pronostic vital du CNRD. La chute, pour moi, à mon avis, n'est plus loin. Parce que vous ne pouvez pas venir tenir un discours devant tout ton peuple, un discours rassembleur, un discours plein de vérité, un discours animé de patriotisme, et que, au regard de l'évolution de l'actualité, de la situation du pays, et que vous ayez des intentions, des velléités de vouloir vous accrocher au pouvoir par le conseil des personnes qui vous entourent. Parce que dès le début de cette transition, j'ai dit qu'il y a eu mauvais casting. On est tombé, malheureusement, où le choix du président a été porté sur des personnes qui, dans leur démarche, ont des agendas cachés, c'est-à-dire ont des envies, des velléités de se venger d'autres Guinéens. Mais qui sont ces personnes? Quand on prend le cas de Ousmane Gawal. Qui est Ousmane Gawal? Ousmane Gawal, c'est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement qui veut déstabiliser l'UFDG, qui aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, qui a été renvoyé complètement, radié du parti de M. Seloudane Diallo, mais qui veut passer par tous les moyens illégaux aujourd'hui pour détruire le parti UFDG. Et ça, c'est un. C'est l'homme qui tient des propos comme, après le kidnapping de nos deux collègues de la société civile, qui s'en va jusqu'à dire que c'est des adultes, les adultes peuvent se permettre de disparaître et que le gouvernement n'a aucune responsabilité dans ça. Pendant que nous savons tous que c'est des gens qui ont été kidnappés et enlevés par les forces de l'ordre en Guinée. Troisièmement, voilà un homme qui a déroulé la feuille de route basée sur 10 points sur lesquels la transition devait se tenir. Moi notamment, j'ai fait la promotion de ces 10 points jusque sur les chaînes internationales comme TV5 et France 24, où j'ai défendu bec et ongle les actions du CNRD à l'époque, je dis bien. Mais je suis le premier aujourd'hui à être déçu du fait que les engagements pris devant le peuple ne sont pas respectés. Donc vous voulez dire que Doumbouya vous a déçu? Je suis déçu par l'ensemble du CNRD, de la tête aux pieds. Ah bon? Naturellement. Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont décidé de mettre une institution en place qu'on appelle l'AQF pour réprimer des délinquants économiques, des gens qui sont accusés de détournement de deniers publics, que cette institution
arrête et emprisonne les dignitaires de l'ancien régime pour détournement de deniers publics et qu'au regard, au vu et au su des Guinéens, aujourd'hui les membres du CNRD soient dans une bourgeoisie insolente, naturellement, et je ne suis pas en train de mentir. Donc, c'est pour vous dire que le peuple de Guinée aujourd'hui est conscient qu'il a été trahi, qu'il a été abusé et qu'il a été trompé. Donc, c'est une question de, ça va être une question de temps, mais ce qui se fera, ce qui arrivera, arrivera et ça sera inévitable. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un éventuel soulèvement populaire ou bien coup d'État en Guinée? Bon, rien n'est exclu en pareille circonstance. Rien n'est exclu en pareille circonstance. C'est pour vous dire que moi, c'est selon des statistiques, des analyses, que je tiens mes propos. Mais à ce que je sache, suite à tout ce dont nous assistons aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait un changement en Guinée. Alors, vu toute cette situation compliquée qui se passe actuellement en Guinée, quel est le rôle du peuple? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Le peuple doit prendre conscience justement de son état. Est-ce que les choses ont évolué depuis que le CNRD est là? Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que au niveau des infrastructures, il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que au niveau de la justice, quelque chose a bougé? Est-ce que au niveau de la liberté d'expression, comme ils nous l'ont promis, quelque chose a bougé? Est-ce que au niveau du rassemblement de l'unité des Guinéens, est-ce que quelque chose a bougé? Non, ils ont balkaniser davantage les Guinéens, le peuple, ils ont sectionné les choses, ils ont fait en sorte que tous ceux qui ne sont pas avec eux, soit qui sont opposés à eux, soit en prison arrêtés, soit kidnappés, et ils ne donnent pas la chance au dialogue. Donc le peuple a fait ce constat, et je vous dis encore une fois que c'est irréversible, ce qui arrivera, arrivera. Donc, ce qui arrivera, comme vous l'avez si bien dit, et aussi peut-être il y aura l'irréparable, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Alors, Doumbouya qui était votre ami, vous avez combattu ensemble, vous avez parlé ensemble, vous avez échangé sur beaucoup de choses qui concernent la Guinée pour le développement économique de la Guinée. Et aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes idéologies, vous n'avez plus les mêmes ententes. Alors, quel est le conseil, ou bien si vous aviez des conseils à donner à Doumbouya, qu'avez-vous à lui dire? Il est encore temps. Il est encore temps. C'est le plus grand conseil que je peux lui donner. Il est encore temps. Il est encore temps de réparer les erreurs. Il a commis des erreurs? Plusieurs erreurs. Ils en commettent encore. Mais quelles sont les erreurs? Comment un régime qui a donné un délai précis au peuple, qui a fait rêver un peuple, qui a dit au peuple, qui s'est présenté au peuple comme l'ange sauveur, avec des mots, des paroles d'évangile, que ce peuple bâillonne aujourd'hui, que ces gouvernants bâillonnent aujourd'hui, ce peuple, qu'ils le réduisent au silence, qu'ils emprisonnent des opposants, qu'ils kidnappent des opposants, qu'il empêche, qu'il achète des armes de guerre pour tout simplement sécuriser et protéger sa gouvernance. Qui aujourd'hui, dans une bourgeoisie insolente, achète des maisons partout à travers le monde et à Conakry, qui construit, qui fait pousser des immeubles partout, avec quel argent? Qui est en train de brader le plus grand gisement de fer du monde qui est en Guinée, notamment le mont Simandou? Mais c'est pas au CNRD de signer de tels contrats. Qui doit signer? C'est un régime légitime qui doit le faire. C'est donc une façon de brader, une façon de compromettre l'avenir de la Guinée. Donc vous voulez dire que la transition n'est pas légitime? Aucune transition n'a la légitimité de signer certains contrats sans passer par l'Assemblée nationale. Aucune transition, vous dites? Je dis sans passer par l'Assemblée nationale. Je dis bien, des transitions au Sahel, je sais que vous voulez faire allusion à ça, eux ils sont confrontés à d'autres réalités. Il faut qu'on soit clair. La révolution a besoin de discipline. Mais nous ne sommes pas dans une révolution. Nous n'avons pas de territoire occupé. Il n'y a pas de terroristes en Guinée, il n'y a pas de djihadistes en Guinée. Donc il y a quoi nous en Guinée? sommes en paix. Nous sommes en paix, mais ce qu'il y a en Guinée, c'est la naissance d'une dictature et la naissance d'une dictature et la naissance de la décadence de la démocratie, de la liberté d'expression et tout ce qui en suit. Il n'y a pas de terroristes en Guinée, vous êtes en paix, mais depuis la mort de l'ancien Conté, vous avez du mal à trouver un bon président légitime, démocratiquement élu. Qu'est-ce qui se passe?
On a trouvé un président démocratiquement élu en 2010. Oui. Non, Conte n'était pas démocratiquement élu. Alpha Condé. C'était Alpha Condé. Oui. Maintenant, Alpha Condé, je l'ai dit à qui veut l'entendre ou à qui voulait l'entendre. Je l'avais toujours dit et je l'ai toujours clamé. J'ai dit Alpha n'était pas venu à son époque. Ah bon? Alpha a fait 40 ans dans l'opposition. En 1993, il avait gagné des élections contre Lassana Conté. Conté a refusé de lui donner le pouvoir, il s'est cramponné au pouvoir. Alpha serait venu en 1993 au pouvoir, il aurait trouvé des Guinéens qui étaient dans son esprit, qui allaient être dans son esprit et qui allaient partager à l'époque, en 1993, en Guinée. Mais aujourd'hui, le monde appartient à la jeunesse et à la nouvelle technologie. Alpha, à son âge, ne pouvait pas être en harmonie de développement sur la technologie et tout avec justement les gouvernés. C'était pas une belle combinaison. C'était pas une belle combinaison. Quand vous prenez aujourd'hui cette équipe au Sénégal, cette jeune équipe au Sénégal, une équipe qui est aussi dans si vous voulez, dans le carcan de la mondialisation. Une équipe qui est née à l'ère de la mondialisation et de la nouvelle technologie. Comment voulez-vous que ces gens ne soient pas au courant de l'attente, ou ne tiennent pas compte de l'attente de la jeunesse? C'est ça aussi le mal que nous avons eu avec le président Alpha Condé. Il s'est fait entourer par des personnes de son âge presque. Il ne pouvait pas discuter avec nous parce que nous, il nous considérait comme ses enfants. Donc ce que nous disions était considéré comme de l'impolitesse, comme des mots durs à son endroit. Mais quand tu es jeune, tu es dans l'esprit jeune. On dit un esprit sain dans un corps sain. Donc moi je pense que c'est ce qu'il nous faut. Un président qui colle à l'actualité, un président qui colle avec la génération et la jeunesse pour avoir une belle combinaison et dans une bonne symphonie. Vous avez parfaitement raison. Mais en parlant toujours de la Guinée, récemment le verdict est tombé pour le massacre du 29 septembre, j'espère, 28 septembre en Guinée. Dadis Camara et si ont été condamnés, d'autres parlent de prisonniers politiques, d'autres parlent d'autres choses. Et vous, en tant que leader d'opinion, en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui maîtrise bien la vie politique de la Guinée, qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, la justice a fait son travail, mais il y a eu beaucoup de démarches qui ont été biaisées. Et sur la condamnation des uns et des autres, moi, je n'ai pas de problème. Au contraire, je dirais que cette condamnation ou ces condamnations doivent être une leçon que les membres du CNRD doivent tirer par rapport aux actes qu'eux-mêmes ils posent aujourd'hui. Un. Deuxièmement, il y a eu de l'influence venant des gens du CNRD sur certaines personnes qui ont été accusées dans ce massacre du 28 septembre. Nous sommes en Guinée. Nous savons qu'au temps de Dadis, il a une fois fait arrêter le papa de Amara Camara. Même Amara il l'avait arrêté. Amara c'est qui? Amara c'est le secrétaire, je ne sais pas, secrétaire à la présidence là-bas, qui est le troisième ou le deuxième homme fort du CNRD, je ne sais même pas. Il y a eu aussi le cas de Idi Amin, qui s'est séparé, s'était très mal séparé avec Dadis à l'époque. Donc, je crois que Dadis je ne sais pas quel est le conseil qui lui a été donné, je ne sais pas ce qu'il a animé pour retourner en Guinée, pour confronter une justice où l'exécutif est tenu par des gens que tu as envoyés en prison pour trafic de drogue, pour ceci ou cela. Donc, son sort, il fallait s'y attendre. Pour moi, il fallait s'y attendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une autre lecture que je fais de cette condamnation. L'autre lecture, c'est que Dadis, qui encore est très actif au niveau de ses parents, qui est un leader accepté encore par ses parents, un leader soutenu par ses parents, pourrait être un fonds de commerce politique. Comment? Très bien. Si la Constitution, ce chiffon qu'ils ont mis en place, qu'ils appellent Constitution, a fait sauter l'article 46 de la charte de la Constitution qui dit qu'aucun membre de la transition n'est habilité à se présenter après la transition. Oui. Autorise la candidature indépendante, c'est un boulevard qui est ouvert pour les membres du CNRD ou pour le président d'être prochainement de se porter candidat
aux futures élections. Dadis, qui a la forêt, qui a une partie en tout cas de la forêt, une majorité de la forêt, pourrait bien être... Il est toujours plébiscité. Bien sûr, pourrait bien être un fonds de commerce politique en faisant un compromis contre sa liberté. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je dis c'est une lecture que je fais. Ok. Vous comprenez? Je suis guinéen, je peux apporter et faire ma lecture de la situation en Guinée. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai. Et tous les Guinéens aussi savent que Dadis aussi est toujours crédible aux yeux de ses parents. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais avant que je ne quitte la Guinée, il y a des jeunes forestiers, des leaders que je faisais arrêter. Des leaders se faisaient arrêter parce qu'ils étaient pressentis comme des gens qui voulaient faire des manifestations en forêt, un soulèvement en forêt à cause de Dadis. Mais il pourrait être un fonds de commerce en faveur de qui? Mais en faveur du candidat du CNRD. Qui sera le candidat du CNRD? Pour le moment, celui que je pressens, c'est le président Mamadi Doumbouya. D'accord. C'est ça. Donc, on peut dire que Dadis pourrait être gracié. Mais c'est ce que j'ai dit. Suivez mon regard. Mais est-ce que qu'il soit gracié pour un fonds de commerce, juste pour des raisons politiques, est-ce que vous pensez que ça c'est légitime ou bien ça c'est quelque chose de correct pour un peuple qui réclame justice? Vous savez, je n'ai aucun problème avec le fait que le président Mamadi Doumbouya se porte candidat à une élection en Guinée. Mais la manière et les voies et moyens qu'ils veulent utiliser, c'est de la dictature qu'ils veulent imposer aux Guinéens. C'est pas comme ça. Moi, je ne vais pas étaler ici tout ce que j'ai eu à dire avec lui, parce que il faut quand même prendre la hauteur pour ne pas dévoiler tout ce que tu dis avec un président. Mais ce qui est sûr, le fait de vouloir s'éterniser au pouvoir de cette manière, ça peut amener l'histoire à se refermer très très dangereusement sur lui. Mais lui, en prenant le pouvoir, il vous a dit quoi? En prenant le pouvoir, les propos qui ont été tenus par le président Mamadi Doumbouya existent encore sur les réseaux sociaux. Mais entre vous? Non, entre nous, on a été très clair. Oui. On a été très clair. On a parlé de Rawlings. Lui et moi, on est allé jusqu'à prendre l'exemple sur Rawlings. On a parlé du système. Et je lui ai dit que le système était constitué, c'est un agrégat de personnes proches de vous, et des camarades, des amis d'enfance, des parents, qui auront un certain privilège autour de vous et qui poseront des actes très dangereux qui ne seront pas à votre avantage. Et je lui ai même donné le cas de Dadis, je lui ai donné beaucoup d'exemples. Et c'est là qu'il m'a dit, ah ouais, tu veux qu'on fasse comme Rawlings? Je dis oui, il faut le faire parce qu'il a commencé par un proche à lui. Et tout le Ghana s'est mis au respect. Mais puisque je n'ai pas été compris par lui, à cause du fait que c'est pas tous les jours qu'on se voyait, mais chaque fois qu'on se voyait quand même, moi j'en remettais une couche afin de lui parler, pour essayer de le convaincre, mais rien n'en était. Ce qui est arrivé est arrivé. Les charognards et les vautours qui sont autour de lui ont fini par prendre le dessus et par lui dire que il est le seul homme providentiel qui va sortir la Guinée de l'ornière. Et puis il y a un autre volet qui est très dangereux. C'est quoi aujourd'hui? Vous savez, la lutte contre un système a plusieurs volets. Et la lutte pour implanter une dictature a plusieurs volets. Il y a le volet culturel. C'est comme le président Sonko. Il y a eu des artistes ici qui étaient contre lui, mais il y en a qui étaient pour l'idéologie. Donc, en Guinée, ce qui se passe, c'est que nous assistons au fait que des artistes inconscients sont en train de se regrouper, de se mettre ensemble pour soutenir le président Mamadi Doumbouya et le CNRD dans leur forfaiture. Mais je vais vous dire une chose. L'histoire, oui, l'histoire, heureusement, qu'elle s'écrit avec nous-mêmes, avec notre plume, à travers les actions que nous posons, les actes que nous posons. Aujourd'hui, le président Doumbouya n'est pas seul. Je connais l'homme, j'ai parlé avec l'homme. Il est requinqué, il est poussé par des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Ils ne pensent pas à l'intérêt de Doumbouya. Ils sont dans leur propre combat. Il est mal entouré. Ils ne sont pas dans le combat de Doumbouya. Il y a des gens autour de lui qui ont été des conseillers de Dadis. Oui. Le conseiller personnel du président Mamadi Doumbouya a été conseiller de Dadis en 2009.
Comment vous pouvez l'expliquer? Je ne connais même pas son nom. Tcherno, quoi, TMB, c'est pas. C'est ça, non? Voilà. Je ne peux pas comprendre comment ce pays fonctionne. Vous comprenez? Comment des gens qui ont été autour de Dadis, qui ont dit au président Dadis, voilà ce qu'il faut mater ces gens. Voilà ce qu'il faut. Il faut empêcher la manifestation. Que ces gens se retrouvent autour de Doumbouya aujourd'hui pour être des conseillers, des anges descendus du ciel pour lui dire l'attitude ou le comportement à Mais tenir. pourquoi ils ont été choisis par Doumbouya lui-même? Parce que, d'après ce que le président m'a dit, qu'il ne connaît pas la Guinée et les Guinéens. Même moi qui suis assis là. Ah bon? Oui. Doumbouya ne connaît pas la Guinée. Je viens. Quand je dis il ne les connaît pas, il ne les a pas pratiqués. Vous savez, tu peux connaître quelqu'un de nom sans le pratiquer. Alors, moi qui suis assis là, le président est allé jusqu'à me demander sur la probité morale de certains Guinéens qu'il voulait nommer, mais d'autres personnes n'étaient pas d'accord. Il me dit, ah, tu connais telle personne? Je dis oui. Il me dit le nom de telle personne, je dis oui, je la connais. Ah, on me dit que la personne là est ceci, cela, la personne là n'est pas honnête, la personne dit, monsieur le président, si vous écoutez les Guinéens, tous ceux qui sont autour de vous, qui vous disent que Paul ou Pierre ne sont pas bien, c'est parce qu'ils veulent insérer leurs cousins, leurs frères, leurs amis à la place de ces personnes que vous voulez choisir. Effectivement. Ça, je vous le dis. Hein. Et après, il a dit quoi? Après, non, c'est des conseils. Moi, il voulait mon avis et je lui donnais mon avis. Il est allé jusqu'à me demander au sujet de monsieur qui avait mis le CNT en place avant même le coup d'État, mais qui parlait de ça comme ça dans les médias. Un conseil national de la transition, Sorel Keita, lui parlait de ça comme ça. Oui, avant le coup d'État, je dis bien. Après, le président m'a demandé, il dit, qu'est-ce que tu penses de Sorel Keita, tout ceci. Je dis, moi, je ne le connais pas. Donc, avant le coup d'État, vous discutez avec Doumbouya? Non, vous n'avez pas compris. Je dis, le monsieur en question avait mis en place une sorte de, une plateforme qu'il appelait le CNT. Le CNT. Parce que lui, il voulait déjà qu'il y ait une transition en Guinée, avec tout ce qui se passait en Guinée. Alors, ce monsieur, après le coup d'État, le président m'a demandé après lui, en me disant, est-ce que, comment tu penses, sa probité morale, est-ce que tu le connais? Ouais, il voulait peut-être m'entendre dire, moralité, quoi. Il voulait peut-être m'entendre dire, non, il n'est pas bon, non, il est ceci, comme les autres l'ont fait. Ouais. Je lui ai dit, président, je ne le connais pas. Moi, je le connais à la télévision, je suis ses émissions, je l'ai entendu parler d'un mouvement, d'une plateforme, CNT et tout, mais franchement, je ne pourrais rien dire sur sa probité morale. Mais j'imagine, ça c'est à moi qui posais des questions. À combien d'autres Guinéens il a posé la même question? Et quelle a été leur réaction? Quelle a été leur réponse? C'est ça le mal de ce pays-là. Quand on est avec un chef, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Il y a deux erreurs qu'il ne faut pas commettre. Rapporter des gens et lui demander de l'argent. Ok, merci beaucoup. Juste avant la dernière question, nous allons parler de l'Afrique encore, de l'AS, le Mali, le Burkina et le Niger. Qu'en pensez-vous de leur avenir? Pour l'avenir, je l'ai dit au Niger, à Niamey, lors de mon concert. Le soutien que nous apportons à l'AES, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète, c'est après leur gouvernance. C'est la pérennisation de leur combat. Parce que Babylone, l'impérialisme est capable d'attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour revenir dans le pays dans lequel on a chassé. On a vu avec le président Sékou Touré, après 24 ans de règne, 26 ans de règne, les Français sont revenus en Guinée. Donc, il faut, à mon avis, institutionnaliser la lutte idéologique. Il faut créer des champs patriotiques à tous les niveaux, dès le primaire, dès le bas âge, dans les manuels scolaires. On doit inculquer à nos enfants, nous sommes des Sénégalais, nous aimons et nous mourrons pour le Sénégal. Tout ça là, on doit les inculquer dès le bas âge. Parce que ça, c'est la fibre patriotique que vous allez mettre en exergue. Il ne faut pas attendre que quelqu'un, un valet ou un vassal en attente, demain, vienne remettre votre pays dans les mains des impérialistes. Aujourd'hui, le combat du Premier ministre Sonko et du président Diomaye Faye doit être inculqué, institutionnalisé. Parce qu'ils ne feront pas 30 ans au pouvoir. Ils ne feront pas 20 ans au pouvoir. Ils ne feront pas 40 ans au pouvoir. Mais ceux qui viendront après pourront mettre à l'eau tout le combat patriotique qu'ils auront construit dans leur pays.
Effectivement, actuellement vous êtes à Dakar dans le cadre d'une tournée africaine que vous êtes en train de mener. On vous a vu, vous êtes en contact avec quelques autorités sénégalaises pour parler de patriotisme, pour parler de culture, pour parler de développement à ce qui concerne l'Afrique et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette tournée africaine? Bon, moi j'ai décidé de faire cette tournée en prélude de la sortie de mon album. Parce que je dois sortir un album intitulé Wakanda Legend, le retour à nos terres ancestrales. Donc j'étais au Niger, comme je l'ai dit, et invité par le président Tiani pour la semaine nationale de l'indépendance. Ensuite, j'ai décidé de mettre le cap sur le Sénégal pour rencontrer aussi mes idoles et les autorités par rapport au combat qu'ils ont mené et qu'ils sont en train de mener. Parce que j'estime que nous sommes dans le même combat. Et toujours pour davantage parler des voies et moyens qu'on doit mettre en place pour conscientiser davantage les Africains. Parce que si vous avez suivi un peu le député de la CEDEAO d'origine sénégalaise, Guy Marius Sagna, vous voyez que partout où il part aujourd'hui, il est adulé. Il n'est pas adulé qu'au Sénégal. Partout où il part aujourd'hui, il est adulé. Pourquoi? Il n'a tenu qu'un seul discours qui a réveillé la fibre patriotique de tous les Africains. Donc ça veut dire que le combat panafricaniste, ça peut se faire ici et se ressentir en Guinée, ailleurs. Donc c'est à l'image de ces choses-là, et de ces luttes-là que j'aimerais les rencontrer, je souhaiterais les rencontrer afin qu'on décide, qu'on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait s'accompagner mutuellement pour gagner le pari. Et musicalement, on attend quoi de l'artiste Eli Kamano? Musicalement, il y a 18 titres que je vais mettre en place dans l'album et je souhaiterais même inclure le morceau du Premier ministre Sonko. Et ça c'est à discuter. Après on va voir. J'ai eu la chance de rencontrer mon ami, mon frère Black, qui est le directeur du Grand Théâtre. Ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que l'artiste est en train de joindre ses paroles aux actes. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça c'était grâce à toi. Merci. Donc merci pour ça. Et musicalement donc j'arrive avec 18 titres. Il y a déjà 3 titres que j'ai officialisé, notamment On est mal barré, il y a aussi Ali Baba et ses 40 voleurs et Africa. En tout cas, Eli Kamano, merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur international guinéen, panafricaniste très engagé. Merci aussi d'avoir accepté de venir ici dans nos locaux à Seneweb pour parler de culture, parler de politique, parler de l'Afrique et parler de l'actualité. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt, ici encore à Seneweb. Revenez quand vous voulez, c'est votre maison. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Eli Kamano, notre invité de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb. Bonne suite de programme. Merci. C'était en direct? Non, c'était pas en direct. Toi et moi et après moi seul.